Résidence du chef de l'opposition sous haute surveillance, manifestations dispersées, arrestations. Ce jeudi, l'opposition congolaise, qui demande sans soutien extérieur le départ du président Joseph Kabila dès la fin de l'année, a tenté le bras de fer contre le pouvoir en place avec des marches interdites par les autorités. Si nous attendons l'alternance avec M. Kabila dans les élections, il n'y en aura jamais. Il n'y aura jamais des élections ici en RD Congo. Aujourd'hui, c'est une marche de colère que nous faisons. La marche est une marche de colère, nous disons à Kabila non, plus jamais. Nous souffrons. Et surtout les mamans. La crise est entrée jusque dans leur cuisine. C'est grave aujourd'hui. Les Congolais ne vont plus supporter les bêtises, les sottises que Kabila et ses acolytes font. Ce jeudi, l'opposition congolaise, qui demande sans soutien extérieur le départ du président Joseph Kabila dès la fin de l'année, a tenté le bras de fer contre le pouvoir en place avec des marches interdites par les autorités. Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement RASOP a appelé les Congolais à descendre dans la rue pour demander le départ du président Kabila dès la fin de l'année et pour manifester contre le calendrier électoral qui prévoit des élections le 23 décembre 2018. Mardi, la dispersion de manifestations dans les villes de Goma et Butembo, dans la province du Nord Kivu, a fait au moins 6 blessés et entraîné l'arrestation arbitraire d'au moins 26 personnes, selon la mission des Nations Unies en RDC MONUSCO. Cette dernière a demandé mercredi aux autorités de respecter la liberté des réunions et des manifestations. Le deuxième et dernier mandat du président Kabila a pris fin le 20 décembre 2016 selon la Constitution. Des élections devaient avoir lieu au plus tard en décembre 2017 selon un accord pouvoir-opposition conclu sous l'égide de l'épiscopat le 31 décembre 2016. Après le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le président français Emmanuel Macron a atterri ce jeudi à Accra pour y rencontrer le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Là, il s'est adressé à la jeunesse africaine. Je veux qu'aujourd'hui, un jeune Sénégalais, un jeune Ivoirien, un jeune Ghanéen puisse se dire « je vais réussir formidablement dans mon pays ». Je vais faire les meilleures études au monde, je pourrai avoir des doubles diplômes avec un pays français, néerlandais ou allemand. Je pourrais avoir un visa de circulation si j'ai besoin de fonctionner entre les deux continents et les deux pays. Je vais pouvoir développer mon entreprise, faire du business, travailler avec ces entreprises dans un espace beaucoup plus ouvert. Pour cette première tournée africaine, Emmanuel Macron n'a pas dénoncé les régimes autoritaires africains, contrairement à nombre de ses prédécesseurs. Longtemps, le Ghana a été négligé par la France, à tel point qu'aucun chef d'État français ne s'y est rendu depuis l'indépendance il y a 60 ans. It is not right for a country like Ghana. Il n'est pas juste qu'un pays comme le Ghana, 60 ans après l'indépendance, continue à financer son budget de santé et d'éducation sur la base de la générosité et de la charité des contribuables européens. À présent, nous devrions être en mesure de financer nous-mêmes nos besoins fondamentaux. Nous devons nous préoccuper de ce qu'il faut faire en ce 21e siècle pour que l'Afrique cesse d'être prisonnière et de supplier à l'aide, à la charité et aux dons. Nous avons énormément de ressources. When you look at his resources, should be giving monies to other places. We have huge wealth on this continent. Ceci est une indication de la volonté de donner la priorité aux meilleurs moyens d'action pour aborder les questions régionales et mondiales et orienter le développement du Ghana vers une voie durable. Le bilan, ce sont celles et ceux qui m'ont écouté en Afrique qui doivent le tirer. J'ai voulu porter un discours d'inspiration, de volonté, d'avenir, pour construire une action commune, nouvelle. Qu'il s'agisse de mobilité, d'innovation, de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Je veux que l'Afrique pense son propre avenir. J'ai voulu, par un discours direct, franc, de responsabilité partagée, lancer une nouvelle ère de notre relation. Maintenant, les actes suivront. Chaque dimanche matin, un étrange spectacle s'offre à la ville de Bangui en Centrafrique. Une cohorte de coureurs cyclistes file dans les rues de la capitale minée par des années de troubles. Au milieu de la cohue et de la pollution, les jeunes sportifs slaloment entre les nids de poules et les blindés de l'ONU. Il y a beaucoup de trous sur la route, on ne peut pas rouler normalement. Parce que la route, c'est vraiment... Si c'est seulement la route d'ici, ça va.
Mais si on sort, par exemple, la route de Combattant, en allant, on tourne là-bas, on n'arrive même pas à rouler bien. Donc il y a beaucoup de trous là-bas. Dans une ville qui ne compte que quelques kilomètres de route praticable, un petit problème technique peut vite signer l'arrêt de l'entraînement. Avant les troubles de 2013 et le renversement du président Bozizé par la coalition de rebelles de la Séléka, une dizaine de sponsors soutenaient les cyclistes centrafricains. Mais sans cotisation à l'UCI, l'Union cycliste internationale, impossible de concourir au niveau professionnel. Il y a un gros problème de financement qui bloque le bon déroulement de notre fédération parce que nous devons répondre à l'UCI. Mais il en faut plus pour décourager les jeunes coureurs. Même dans ces conditions d'entraînement précaires, certains arrivent à percer dans les compétitions des pays voisins. Bon, ici à Bangui, je suis amateur. Bon, c'est la 4e fois que j'ai fait la compétition internationale au Cameroun. On a fait 13 étapes à la transition régionale. Bon, à la dernière étape, bon, c'est moi qui ai gagné la dernière étape. Hervé rêve un jour de devenir coureur international, comme Fatimatou, qui a pu participer à des courses au Maroc et en Afrique du Sud. Un espoir qui leur donne l'énergie de continuer de pédaler, même au milieu des blindés.